Elles sont toutes étudiantes en sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Parfois victimes de harcèlement au milieu universitaire, elles comptent bien mener le combat jusqu'au bout en vue de l'enrayer. Elles l'ont fait savoir à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme, organisée par le Comité d'animation culturelle des étudiants en sociologie. C'est de célébrer la femme enseignante, chercheur de sociologie. Voilà, ce sont des femmes de valeur. On a opté aussi pour le harcèlement, pour donner vraiment des armes nécessaires à l'auditoire, aux étudiants qui viennent nous écouter, parce que nous sommes la cible. Donc on veut aussi que, à travers cette activité, ils aient des informations concernant ce fait social, qui est vraiment un style à l'heure à venir. Le harcèlement au milieu universitaire, fléau qui porte atteinte au droit à l'éducation et à l'épanouissement, touche aussi bien les femmes que les hommes. Selon les conférencières, pour juguler ce fléau, il faut briser le silence. C'est le fait d'insister sur un point ou sur un acte ou sur un fait envers une personne qui dit stop, ça suffit, je veux pas. Je ne veux pas. Quelque chose qui se passe, qui est en rapport avec leur corps ou leur sexualité ou le toucher, si ça ne leur plaît pas, il faut l'exprimer. Et pas l'exprimer avec une bagarre, l'exprimer doucement. Et puis, si ça persiste, alors là, c'est de ne pas fermer les yeux. Devant un cas d'harcèlement, je réagis négativement. Parce que quand vous vous sentez harcelé et que vous souriez à ce genre de réaction, vous donnez l'occasion à... Je compte l'utiliser positivement, c'est-à-dire en parler aux autres, leur montrer comment réagir face aux harcèlements. Je n'ai pas connu et je n'ai pas vécu, mais je compatis à ceux qui ont vécu cela. Aux autres filles qui se font harceler, de parler, ne pas se taire. Il y avait des gestes banals qu'on arrivait à poser sans toutefois savoir que c'était du harcèlement. Voilà, grâce à cette conférence, on a appris, à partir de ce qui a été dit, il y a des gestes que je vais plus refaire jusqu'à maintenant. Un combat auquel se joint le chef du département de sociologie. Plusieurs étudiantes souvent quittent l'université parce qu'elles sont harcelées. Les enseignants n'arrivent pas à dispenser convenablement les enseignements parce qu'ils sont harcelés même en plein cours. Et pour nous, il fallait faire quelque chose en tant que responsable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les étudiants. Notre université punit effectivement le harcèlement. Et nous devons donc respecter les textes de notre université pour que notre université soit vraiment un environnement sain, n'est-ce pas, pour apprendre et non pour courtiser. Le harcèlement au milieu universitaire est d'ordre sexuel, physique et psychologique. Les étudiants du département de sociologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody savent désormais comment défendre leurs droits. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un bureau des fraudes documentaires et à l'identité y est ouvert depuis 2020. Rattaché à la direction de la surveillance du territoire DST, le bureau donne des résultats probants avec 62 cas de fraude identifiés, dont 33 sur des documents et 29 sur l'identité. Le bureau des fraudes est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux parties inaugurent les locaux. Et démontre la synergie de nos préoccupations et de nos actions pour lutter contre la fraude documentaire et par-delà l'immigration irrégulière, la traite des êtres humains, voire la lutte contre le terrorisme. Le bureau de la fraude documentaire a su également faire preuve d'adaptabilité dans le cadre de la crise sanitaire en luttant contre la falsification de faux tests de Covid présentés par des passagers peu scrupuleux. Équipé entre autres de matériel informatique et de détection de pointe, le bureau est à la pointe de la détection de faux documents. C'est un apport inestimable à la sécurité de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Il nous permettra de détecter plus efficacement les fraudeurs et de démanteler les réseaux de passeurs, de rabatteurs, de criminels, de terroristes et d'arnaqueurs qui agissent en amont. Je vous engage à faire preuve de professionnalisme et de probité afin de vous dresser comme le dernier rempart contre l'immigration clandestine à travers ce bureau. Selon le chef du bureau, Koné de Songui,
4 types d'infractions sont les plus courantes: la contrefaçon, la falsification, l'usurpation et l'obtention indue de documents. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire a remis au ministre Vagondo Diomandé un véhicule pour la mobilité des agents du bureau. 970 jeunes porteurs de projets dans la région de Bouaké reçoivent des chèques. Des chèques pour le financement de leurs activités génératrices de revenus, dans le cadre de la 3e phase du projet Agir pour les jeunes, qui vise à financer plus de 100 000 jeunes. Une initiative du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Dans la région de Bouaké, ce sont entre 100 000 et 2 500 000 francs CFA qui ont été mis à la disposition des jeunes de Bouaké, Béoumi, Sakassou, Boutro, Djebonois, Brobo et Bodokro afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Nous sommes à la 3e édition rendue possible parce que ceux qui en ont profité aux premières et 2e éditions ont remboursé, sinon remboursent correctement. Et donc ce que nous attendons de ces jeunes, c'est de bien utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition, mais surtout de rembourser. Les autorités locales et les bénéficiaires saluent l'initiative qui, selon eux, est la meilleure des réponses au chômage des jeunes. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ce financement et que nous rembourserons les différents montants mis à notre disposition afin de préserver la chaîne de solidarité qui devrait permettre à d'autres jeunes sur l'ensemble du territoire national d'en bénéficier. De 2019 à 2020, plus de 23 500 jeunes ont bénéficié de la 2e phase de l'opération Agir pour les jeunes pour un financement de 10 milliards de francs CFA. Sont éligibles à l'opération Agir pour les jeunes, tout jeunes ou groupements de jeunes résidant sur l'ensemble du territoire et satisfaisant à l'ensemble des critères, notamment être âgé de 18 à 40 ans ou être porteur de projets à potentiel de création de richesses et des emplois. Djibril Tamsir Niane, l'auteur du célèbre ouvrage Soundiata ou l'épopée mandingue, est décédé à l'âge de 89 ans ce lundi 8 mars à Dakar, capitale du Sénégal, des suites de la Covid-19. Historien de talent, Djibril Tamsir Niane participe avec le Burkinabé Joseph Kizerbo à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous les auspices de l'UNESCO. Amoureux de l'histoire de l'Afrique, il fait son mémoire sur la recherche sur l'Empire du Mali, un travail de recherche qui lui a permis de rencontrer à travers le continent des griots et autres garants de la tradition orale, dont Djeli Mamadou Kouyaté. Ce dernier lui conte, au rythme de ses connaissances, les récits de la tradition orale. En 1960, alors que les soleils des indépendances étaient au zénith, Djibril Tamsir Niane publie Soundiata ou l'épopée mandingue, son ouvrage le plus connu. En 1970, il écrit la pièce de théâtre Les fiançailles tragiques qui lui a valu la prison sous le régime de Sékou Touré, puis l'exil au Sénégal. Professeur honoraire à l'université de Tokyo ainsi qu'à l'université Howard à Washington, Djibril Tamsir Niane a aussi écrit Histoire des Mandingues de l'Ouest, le Soudan occidental au temps des grands empires, contes d'hier et d'aujourd'hui. L'Afrique perd un fin connaisseur de son histoire. Les jeunes générations s'inspireront de ses écrits et de son vécu pour s'approprier l'histoire de l'Afrique, car comme Djeli Mamadou Kouyaté le disait dans Soundiata ou l'épopée mandingue, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Adieu, Djibril Tamsir Niane. Miyagi, Japon. Yuto n'était qu'un enfant à l'époque, mais 10 années après, il n'a rien oublié du tsunami de 2011. Il fait partie d'une génération hantée par la catastrophe. Sur la route pour venir, j'avais vu que tout le bétail avait été fauché et emporté par le tsunami. Et une fois sur place, c'est par le biais des autres parents qui recherchaient les corps que j'ai appris que mon frère était mort. C'était 5 ou 6 jours après la catastrophe. Son frère est l'un des 74 enfants à avoir péri dans cette école. Rongé donc par la culpabilité, Yuto étudie aujourd'hui la gestion des catastrophes naturelles. Survivant lui aussi, Nayuta lutte pour préserver la mémoire de la tragédie. Quand j'ai vu l'expression d'une personne morte, je me suis demandé pourquoi une telle chose a pu arriver. Depuis, je me dis c'est le devoir de ceux qui, comme moi, ont survécu de tout faire pour qu'on n'ait plus jamais à avoir une telle expression
afin qu'il n'y ait plus de victimes. Mais le silence pèse sur la catastrophe. Azuki, quant à elle, est retournée dans le nord-ouest du Japon où elle aide les rescapés à mettre des mots sur ce qui s'est passé. De nombreuses personnes ont eu des expériences difficiles, traumatisantes, et ce n'était pas du tout facile à l'époque d'en parler. L'ambiance générale n'était pas à la parole et peu ont eu la chance jusqu'à aujourd'hui de sortir du silence. Cette catastrophe sur le Japon a tué 18 500 personnes, dont 90% sont morts noyés.